Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Johanna, j'ai 38 ans et je suis autiste. Alors, je sais, on dirait pas pour les nouveaux. Et un abonné m'a demandé d'évoquer le film Un petit truc en plus, sachant donc que j'étais autiste, mais je suis aussi éducatrice spécialisée. Dissonance cognitive pour les néophytes. Mais alors, dans ce film, dois-je m'identifier à elle ou à lui? Est-ce qu'il est réaliste d'ailleurs ce film, tant au niveau du terrain que du handicap? Eh bien pas du tout, et pourtant je l'ai adoré. Alors quelle est la recette du succès de ce film malgré les invraisemblances? Eh bien c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui dans une analyse, somme toute, très personnelle du film. C'est parti. Alors, on va faire un petit quiz vrai ou faux avec des moments du film. Et donc, je vais vous dire, en tant qu'éducatrice spécialisée, ce qu'il en est pour cette première partie qui est la réalité du terrain. On accueille un nouveau pendant des vacances, son éduc l'accompagne et on ne vérifie rien. Bien entendu, c'est faux. Déjà, les éducateurs qui sont sur le terrain toute l'année dans les foyers ne sont pas les éducateurs qui encadrent les séjours adaptés. Donc ça, c'est une première donnée. Le fait de ne pas vérifier la valise, évidemment, c'est une erreur parce qu'il faut vérifier l'identité de la personne, aussi quelle est toutes ses affaires. Et on n'accueille pas un nouveau résident en vacances puisqu'il faut déjà préparer, visiter, c'est un déménagement, donc voilà. Situation un peu irréaliste. Deuxième situation. Je sais que ça va en énerver certains, ça. Je connais mes abonnés. La musique, c'est ce qui passe sur énergie. Faux. Souvent, les résidents préfèrent des artistes un peu plus vintage. Le number one étant généralement, vous les éduques, vous savez, Johnny Hallyday ou Dalida, comme Arnaud dans le film, qui est fan de Dalida. Numéro 3. La première douche et le rapport au corps, ça peut être compliqué. Eh bien ça, c'est vrai pour le coup. Lorsqu'on démarre en tant qu'éducateur ou même moniteur éducateur, la première douche, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même rapport au corps que les personnes qui résident tous les jours dans les foyers et qui ont donc l'habitude de la nudité. La première fois, on peut avoir l'impression de faire effraction dans l'intimité d'un individu et du coup, on a peur de mal faire. Moi, je me souviens que ma première douche, je me rappelle que j'y allais avec beaucoup, beaucoup de précautions. Bon, là, je vais poser le t-shirt. Et ensuite, alors, au niveau, au niveau gants de toilette, est-ce que je dois passer sur toutes les parties? Est-ce que la personne est habituée? Bon, ça, généralement, vous le voyez avec l'éducateur qui est en charge du groupe pour y aller progressivement et pour être le plus bienveillant envers chacun dans le respect de l'autonomie et de la personne. Mais ça, c'est du coup une scène qui, moi, m'a beaucoup touchée parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc ça, c'est tout à fait réaliste. Numéro 4. Tous les repas sont mixés. Faux. Généralement, dans les foyers, dont je vais vous parler après, il y a des repas en dur, entre guillemets, enfin avec des morceaux, et des repas mixés pour les personnes qui ne peuvent pas avaler de morceaux parce qu'elles font ce qu'on appelle des fausses routes. Donc généralement, on a des listings et les repas sont apportés, entre guillemets, normalement, et c'est ensuite les éducateurs ou des maîtresses de maison qui vont mixer les repas pour les personnes qui ne le peuvent pas. Mais les repas comme ça, tout mixé pour tout le monde, non, ça généralement, ça n'arrive pas. Le grand absent des repas, c'est aussi, et les éducateurs l'auront tous vu, l'absence des médicaments. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes en situation de handicap dans les foyers ont un traitement, mais ça fait quand même partie de 95% des personnes. Que ce soit le matin, le midi ou le soir, avant le repas, il y a généralement une très grande armoire à médicaments, à roulettes, avec des compartiments matin, midi, soir, et chaque résident. Et d'ailleurs, il faut que ce soit, aujourd'hui, en tout cas là où je travaillais, une infirmière ou un infirmier diplômé d'État qui donne
les traitements. Or, là, dans l'accompagnement, on a apparemment 2 éducatrices spécialisées et ce monsieur qui est peut-être moniteur éducateur, on ne sait pas, voilà, celui qui est amoureux d'Alice. Numéro 5, une personne peut-être éducatrice, chef de service, directrice. Non, ça c'est faux. Généralement, dans le social, il existe tout de même une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a les éducateurs sur le terrain, il y a ensuite, juste au-dessus d'eux, dans ce qu'on appelle N+1, le ou la chef de service, qui est donc la personne qui s'occupe de la coordination du service. Et ensuite, un peu plus haut, généralement c'est associatif, il y a un directeur. Mais un éducateur ne peut pas être à la fois chef de service, directeur, éducateur. On n'est pas à la fois sur le terrain tout en bas et en train de gérer les finances. On a déjà beaucoup trop de choses à gérer sur le terrain. On ne peut pas aussi s'occuper de la RH, du budget, etc. Donc ça, c'est faux. Numéro 6. Dans les magasins, tout le monde nous regarde quand on sort avec les résidents. Bah ça, c'est vrai. Effectivement, quand on est, que ce soit à plusieurs ou juste avec quelques résidents, les personnes n'ont pas l'habitude de voir des personnes handicapées dans les magasins, donc il y a des regards un petit peu comme ça en coin. Moi, je me souviens, une fois, j'avais fait des courses avec, nous l'appellerons Dimitri, pour ne pas le citer, enfin pour ne pas citer son vrai prénom. Et j'avais fait des courses avec Dimitri, et Dimitri, ce jour-là, avait très très envie d'appeler sa maman. Et on lui avait dit que c'était le lendemain. Et je me souviens, je suis donc avec Dimitri, et alors que je choisis le jus d'orange, j'entends une dame qui fait «Non, non!» Et en fait, Dimitri s'était saisi du téléphone portable de la dame parce qu'il voulait appeler sa maman. Heureusement, cette dame a vu assez rapidement que Dimitri n'était pas méchant et que il était en situation de handicap, donc la dame a bien réagi, mais c'est vrai que moi je me suis retrouvée avec «Oh, non Dimitri, rends le portable à la dame. Tu ne peux pas appeler comme ça, désolée madame.» Mais oui, généralement on nous regarde et c'est vrai que dans le film, la situation est assez drôle et elle fait du bien parce que Artus, quand il dit ouais, en gros fuck, ça fait du bien de se dire que bah, voilà, on a le droit d'être différent dans un magasin et surtout de ne pas avoir tous ces regards atterrés. Bah oui, forcément. On montre peu les personnes en situation de handicap, donc ça attire les regards, ça c'est vrai. Numéro 7, avec un bracelet électronique, on peut travailler dans un foyer. Faux. Que vous soyez moniteur éducateur, maîtresse de maison, éducateur, lorsque vous postulez pour travailler avec des personnes en situation de handicap, on vous demande d'avoir un casier judiciaire vierge. Et donc avec un bracelet électronique, ça n'est pas possible au niveau de la loi. Petit vrai ou faux maintenant avec la réalité du handicap. Alors, première situation. On dort ensemble au bout de 2 minutes. Eh bien ça c'est vrai. Les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, heu, ont un rapport du coup à la sexualité qui est différent aussi, comme un rapport à la nudité et les choses peuvent du coup aller très vite puisque ces personnes sont sans filtre. Moi, une fois, j'animais un atelier plutôt musique et lors d'un échange tam-tam entre 2 résidents, une jeune résidente a dit du coup à l'autre: «Tu viens? On va dans ma chambre, on va faire l'amour?» Alors, j'ai expliqué à cette résidente que du coup, ça allait être compliqué, puisque le résident à qui elle posait la question n'était pas en capacité physique de faire l'amour. Par contre, effectivement, il peut y avoir comme ça des coups de cœur et de se dire, allez, on y va. Donc la situation, je l'ai trouvée assez drôle et assez réaliste. Dire très vite, je suis ton copain et c'est toi le plus meilleur. Ah bah ça c'est vrai. Souvent les personnes en situation de handicap dans les foyers ont énormément d'amour à donner. Je sais que ça fait très cliché de le dire comme ça, mais ils ont cette capacité de s'attacher assez vite quand ils sentent que la personne est bienveillante. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il peut y avoir des câlins et des paroles vraiment très très gentilles assez vite. Donc ça, c'est tout à fait réaliste. Alice dit que les résidents sont comme sa famille. Vrai et faux. C'est-à-dire que, les éducateurs qui passent, bah, du coup, plus de temps avec les résidents qu'avec leur propre famille, hein, quand on travaille à temps plein en tant qu'éducateur, il y a effectivement un lien qui se crée,
qui peut être vraiment un lien d'amour et d'intimité. Moi j'ai vu, alors il y a de tout sur le terrain, hein. Si je dois être complètement réaliste, moi j'ai vu des éducateurs vraiment ras des pâquerettes, comme j'ai vu des éducateurs vraiment formidables, hein. On ne va pas encenser, comme dans tous les métiers, il y a des bons et des moins bons. Et du coup, c'est vrai que le lien peut être très fort, notamment quand on connaît bien les résidents et qu'on est capable d'avoir une relation super entre eux. Par contre, il faut toujours faire attention et avoir une certaine distance parce que éducateur ou même moniteur éducateur, enfin tous ces métiers-là, ce sont des métiers, c'est-à-dire il y a une formation et il y a un professionnalisme à avoir. Le fait de ne dire que c'est comme ma famille, ça renvoie à une espèce d'idée de bénévolat où du coup on irait parce qu'on a un grand cœur et que, vous voyez ce que je veux dire, on ne prend plus en compte le côté professionnel. Or, ce côté professionnel, malgré l'attachement, malgré la relation, malgré l'intimité, il faut toujours l'avoir en tête. C'est pour ça que les éducateurs ont des séances d'APP, donc analyse des pratiques professionnelles, pour discuter avec des psychologues et d'autres éducateurs de situations qui peuvent parfois poser problème pour se demander, eh ben, dans telle situation, avec tel résident, est-ce qu'on fait bien? Quelle est la juste distance à avoir pour aider la personne au plus près de ce qu'elle est? Les groupes de personnes handicapées mélangent tous les handicaps. Vrai et faux. Pourquoi? Je m'explique. Vrai parce que dans un foyer, il peut y avoir des handicaps différents, effectivement. Mais faux parce que fondamentalement, chaque foyer est organisé non pas en fonction du handicap, mais du degré d'autonomie. Chaque foyer fait en sorte de recruter des éducateurs qui vont avoir plus ou moins de responsabilités au niveau de l'autonomie de la personne. Donc là, très rapidement, je vais vous détailler les différents foyers. Il y a les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, qui accueillent des personnes qui ont des handicaps lourds, pour qui les gestes du quotidien sont impossibles sans étayage, et du coup, les éducateurs vont être un peu plus nombreux pour les personnes. Ça peut être des personnes en situation de handicap physique et psychique, et du coup, l'accompagnement va être très renforcé. Il y a ensuite les foyers d'accueil médicalisés, c'est là où j'ai travaillé, où on a des résidents qui ont des handicaps moins lourds que dans les maisons d'accueil spécialisées, mais des handicaps qui ne leur permettent pas d'être autonomes au quotidien ou de travailler. Donc là, il va y avoir des activités proposées en fonction des capacités des personnes, mais ça va être assez occupationnel. Et enfin, il y a les foyers de vie occupationnels ou les foyers de vie qui sont rattachés à un ESAT. Un ESAT, ce sont les centres qui accueillent les travailleurs handicapés, c'est-à-dire des personnes qui ont une autonomie pour effectuer un travail, mais qui ont besoin d'un étayage pendant leur travail. Donc ces deux types de foyers, les personnes porteuses de handicap vont être un peu plus autonomes, mais vont avoir tout de même besoin d'un étayage. Et du coup, dans un petit truc en plus, toutes les personnes sont différentes et du coup, moi en tant qu'éducateur, ce que je me suis dit pendant le film, c'est, eh bien, tel résident, il serait plutôt en foyer d'accueil médicalisé. Tel résident, bah, il serait plutôt en foyer de vie. Et du coup, ce groupe très hétéroclite, qui est très cinématographique, ne peut pas se retrouver dans la réalité. Ne serait-ce que pour les personnes autistes sans déficience, comme on nous le montre par exemple avec Stanislas Carmon. Généralement, les personnes autistes sans déficience intellectuelle ne sont pas en institution, puisqu'elles peuvent être par exemple plus jeunes en IME, en institut médico-éducatif, mais il faut qu'il y ait une déficience intellectuelle. Quand on est autiste sans déficience intellectuelle, ça va plutôt être un hôpital psychiatrique s'il y a une dépression ou une TS. Voilà, donc ce petit groupe, vraiment très joyeux, très sympa, on ne peut pas retrouver cette diversité sur le terrain. Et donc dans tout ça, la vision de l'autisme, vrai ou faux? Alors c'est assez difficile à dire puisque les personnages autistes ne sont pas cités dans le film. C'est-à-dire que c'est la personne qui va avoir des connaissances ou pas sur l'autisme qui va deviner qui est autiste. Donc dans le film, nous avons Baptiste, qui est autiste avec déficience intellectuelle et qui est le seul autiste d'ailleurs du film qui stime
C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans le film, il flappe, et Clovis Cornillac demande mais qu'est-ce qu'il a, il va s'envoler. Et ben voilà, ça ce sont ce qu'on appelle des stims, qui sont les gestes que les personnes autistes vont faire pour se réguler émotionnellement. Donc tous les autistes stiment, même ceux sans déficience intellectuelle, mais dans le film, je pense qu'on a voulu montrer la diversité du spectre de l'autisme. C'est pour ça qu'il y a Baptiste, mais qu'il y a aussi Stanislas et l'acteur déguisé, qui, eux, vont être montrés comme des personnes autistes avec, pour traits caractéristiques et cinématographiques, leur intérêt spécifique. Alors, dans le jargon, les médecins appellent ça encore intérêt restreint. Alors, moi, j'appelle ça intérêt spécifique parce que c'est pas parce qu'on s'intéresse à ça qu'on ne s'intéresse à rien d'autre, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à en parler jusqu'à, entre guillemets, saouler les gens. Mais les personnes autistes sans déficience intellectuelle ont appris à masquer. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le masking autistique. Donc, dans le film, par exemple, quand Stanislas Carmon parle tout le temps de Nicolas Sarkozy, dans la réalité, les personnes autistes savent que des fois, bon, bah là, ça saoule un peu. Donc, la vision de l'autisme n'est pas tout à fait réaliste. Cependant, se vexer pour ça, je pense que ça reviendrait à dire Non mais nous, on est intelligents, on n'a rien à faire avec ces gens-là. et ça me gêne un peu. Parce que si on prend la globalité des handicaps représentés, dans toute cette globalité, on ne montre pas les difficultés, que ce soit de la trisomie 21, de la déficience intellectuelle. Donc, on n'a pas montré non plus les difficultés de l'autisme. Ce qui m'amène du coup au numéro 3, à la recette du succès de ce film. Eh bien pour moi, c'est mon analyse, la réussite du film ne vient pas du fait que on n'a pas fait un film sur le handicap. Pour moi, c'est un film qui raconte, comme un conte, un braqueur qui se cache dans une colonie adaptée et qui, du coup, va vivre d'autres choses et lui permettre de s'accepter tel qu'il est. Parce que ce qu'on montre bien dans le film, c'est qu'une rencontre avec une personne porteuse de handicap peut nous changer, et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que au départ, les gens qui ne connaissent absolument pas le handicap sont pris d'une espèce d'étrangeté devant ses corps, devant ses visages, devant ses mimiques. Il y a un espèce de recul comme ça. Et ce qui est formidable quand on apprend à aller au-delà de ce recul, et moi je sais que je l'ai eu ce recul. La première fois que je suis arrivée au foyer d'accueil médicalisé, j'avais l'impression d'être dans une dimension parallèle. Donc Dimitri, je le voyais passer comme ça, en pétant, et avec des P mais énormes, et tout le monde trouvait ça normal. Un autre résident, bah, une fois, qui a jeté sa tasse, parce que je lui avais pas donné sa tasse. Vous voyez, donc c'est des choses où on se dit, mon Dieu, mais où on est? Et ensuite, une fois qu'on apprend à connaître les gens, c'est comme si on apprenait à parler un autre langage. Et là, du coup, c'est le regard qui change. Vous voyez, un petit peu comme si, dans notre pupille, on avait un espèce de filtre et que tant qu'on n'a pas connu la personne, eh ben, ce filtre de l'étrangeté, il va mettre une barrière. Et le film d'Artus, pour moi, s'il ne parle pas des difficultés du handicap, c'est justement parce que ça n'est pas un film social, documentaire, réaliste, où on va parler, bah, comme ça se fait déjà dans beaucoup de films, hein, de la difficulté du handicap, de la difficulté d'être parent, de la difficulté d'être une personne handicapée. Non, là, on parle de bah, quelles sont les qualités de ces gens pour lesquels on a normalement un recul. Et c'est là où je trouve que le film est vraiment pertinent, c'est que en choisissant délibérément de ne pas montrer ces moments de crise ou ces moments de difficulté, en choisissant de cet angle du coup de la relation à l'autre, eh bien on arrive à, dans le film, à voir cette petite bande exactement comme les éducateurs qui tous les jours font ce métier voient les résidents. Si le film réussit déjà à nous faire passer le pas de l'étrangeté, c'est déjà un plus. Parce qu'après l'étrangeté, il y a la curiosité, et après la curiosité, il y a l'information et l'acceptation. Artus nous a fait passer le pas de l'étrangeté. Maintenant, à vous d'être curieux et de mieux connaître chacun d'entre eux, chacun d'entre nous, pour faire diminuer les préjugés en France.
C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à aller voir d'autres de mes vidéos sur l'autisme. J'aimerais dédicacer cet épisode à Dimitri, qui nous a quittés malheureusement et je n'ai pas pu graver son nom dans un arbre, mais les souvenirs que j'ai avec lui seront pour toujours gravés dans mon cœur. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.